Salut les amis, toujours le réglage de ce désormais très célèbre autofocus, ça y est, qui est réglé et je vais pouvoir faire mon apparition. Coucou les amis, coucou les copains, bonsoir, on est dimanche soir, il est presque 19 h quand je commence cet enregistrement. Bien écoutez, j'espère que vous allez bien. On va parler cette semaine, non pas du documentaire Hold Up, qui vous avez vu est extrêmement critiqué. D'ailleurs, ils sont très nombreux à dire que ça n'est pas un documentaire. Je vous invite à ne surtout pas le regarder, et plus ils en parlent, moins vous devriez le regarder. Surtout, ne le regardez pas, c'est terrible, c'est complotiste, c'est antisémite, c'est pas bien du tout, du tout, du tout. Donc s'il vous plaît, ne regardez pas sur YouTube et sur toutes les autres plateformes comme Odyssée ou comme Rutube ce documentaire qui évidemment pose des questions qu'il ne devrait pas poser, qu'on ne doit pas se poser, car je suppose que vous vous souvenez tous de ce sketch sur les masques qui n'était évidemment fortement déconseillé, qui était totalement inutile, que même Sibeth Ndiaye, la porte-parolesse du gouvernement, nous expliquait doctement qu'elle ne savait pas les enfiler parce que c'était beaucoup trop compliqué, même si toute ministre qu'elle était. Donc vous imaginez, si même un ministre de la République française ne peut pas enfiler un masque autour des naseaux, c'est dire la complexité de la chose. Donc surtout, voilà, je voulais juste vous faire... ne regardez pas, vraiment, ne regardez pas je ne sais même pas comment qualifier ce truc, c'est pas un documentaire selon Noma Mamouchi, d'ailleurs voilà, faut pas le regarder, vraiment, le regardez pas, c'est pas bien. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui était le sujet que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, et qui étaient les irréversibilités. Les irréversibilités. Et c'est un mot que j'emploie, que j'emprunte à Patrick Artus, qui est un économiste que vous voyez d'ailleurs assez souvent sur Ecorama, la chaîne Éco de Boursorama, et c'est lui que j'ai entendu la première fois parler d'irréversibilité. Donc je ne sais pas si c'est lui l'inventeur de ce mot, de ce concept, peu importe, mais j'ai trouvé ça très intéressant de travailler, de discuter avec vous des irréversibilités, et c'est ce que nous allons faire ce soir. Et on va commencer par définir tout simplement ce que c'est qu'une irréversibilité. Eh bien, c'est ce qui est irréversible. Waouh, Charles, super, merci de nous donner une information aussi démentielle. Et donc, ce qui est irréversible, c'est ce qui suit un processus qu'on ne peut ni enrayer ni renverser. Alors, il y a un truc que je trouve assez irréversible actuellement, c'est la déliquescence de notre esprit démocratique. Vous voyez, c'est-à-dire que les types, ils se posent même pas la question de savoir si le vaccin marche, si le vaccin il est bon, si le vaccin il a un rapport coût-bénéfice-risque pertinent, si le vaccin il faut piquer tout le monde avec ou s'il faut piquer que certaines personnes. Je rappelle quand même que selon les chiffres officiels, on a 3% de morts chez les plus anciens, on a 0,001% de morts chez les plus jeunes. Est-ce qu'il faut piquer les plus jeunes contre un virus qui fait 0,0001% de morts chez eux, alors, officiellement j'entends, alors que peut-être que le vaccin pourrait avoir des effets secondaires dans 0,01% des cas, c'est-à-dire 10 fois plus d'effets secondaires que de morts de la maladie elle-même dans certaines catégories d'âge. Enfin, bref, vous voyez bien, il y a plein de questions à se poser. Puis en plus, sur les vaccins, par exemple, vous avez plusieurs technologies vaccinales. Vous avez des technologies à l'ARN, au virus atténué, au virus modifié. Enfin, bref, il y a quantité de technologies différentes. Il y a plus d'une trentaine de projets de vaccins actuellement en cours. Donc, faut-il rendre obligatoire le vaccin? Lequel? Pour qui? Comment? Enfin, vous voyez, dans quelle étagère? Enfin bon, plein de questions philosophiques, éthiques, économiques, scientifiques, médicales à se poser, avant même de répondre à la question, le vaccin doit-il être obligatoire ou pas? Donc voilà, ces derniers temps, on entend tous les hommes politiques, oui, doctement, oui, le vaccin doit être obligatoire, complètement surréaliste. Et accessoirement, si le vaccin devait être obligatoire, ça serait peut-être assez sympathique de demander l'avis des gens à qui on va obliger de se faire une piqûre, et pourquoi et comment, l'avis éclairé, enfin vous voyez, plein de choses, démocratie, liberté, machin, tout ça. Et donc, il y a un côté assez irréversible, je trouve, dans la perte de liberté. Donc surtout, ne regardez pas le documentaire Hold Up, ne le regardez pas, pas bien, pas bien. Hold Up, pas bien, pas regardez-vous, pas fake news, pas bien. Et donc, ça suit un processus qu'on ne peut ni enrayer ni renverser. On ne peut
qu'on ne peut faire agir en sens inverse. L'histoire, par exemple, est irréversible. Le temps aussi, et le temps nous soumet tous à ses outrages. Voilà, quand on vieillit, en tout cas, on a du mal à rajeunir, bien que certains GAFA semblent y travailler. Alors, les grandes irréversibilités par rapport à la crise qui nous occupe, eh bien, vous les avez là. C'est les 4 grandes irréversibilités que moi je peux voir, il y en a peut-être d'autres. Vous aurez les commentaires pour pouvoir débattre, rajouter, compléter, évidemment, les réflexions que je partage aujourd'hui avec vous. Mais pour moi, il y a le digital, il y a l'emploi, il y a la transition énergétique et il y a la monnaie. Voilà, c'est les 4 irréversibilités majeures, 4 grandes catégories. On pourrait peut-être leur trouver un autre nom. La transition écologique, par exemple, on pourrait peut-être appeler ça le développement durable, ou la révolution écologique, ou peu importe, d'accord. On pourrait peut-être débattre là-dessus, mais en gros, vous allez vite comprendre ce que je veux dire par là. Alors, on va commencer par le digital. Et là, je vous ai fait une copie d'écran, c'est sur le site Zone Bourse. C'est un site qui est vachement bien fait. Si vous voulez faire des analyses graphiques ou regarder des graphiques, c'est un site qui est gratuit. Je ne suis pas actionnaire, mais c'est un site qui est très très bien fichu, notamment pour les graphes. Leur graphique en dynamique, c'est assez super. Donc là, je vous ai mis de 2016 à 2020. Ce que je veux vous montrer ici, c'est l'action du titre Apple. Et donc, vous voyez ici, là, c'est le plongeon de mars. Donc, on a le plongeon de la société Apple en mars qui corrige, comme toutes les sociétés. Elles prennent toutes moins 30%. Et puis, après, c'est une espèce d'envolée. Absolument extraordinaire, et donc ça va quasiment tripler par rapport au point bas, pas tout à fait, hein, mais c'est une hausse considérable. Donc vous voyez, le digital d'Apple va très 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 bien, donc évidemment les GAFAM tirent de très gros profits, et ça accélère, si vous voulez, la pandémie, accélère un mouvement qui était déjà à l'œuvre, hein, que bon, les plus jeunes parmi vous, on va dire tous ceux qui sont nés après l'an 2000, à l'an 2000 et après, donc qui ont entre 15 et 20 ans, vous n'avez connu que ce monde digitalisé, et l'accélération de cette digitalisation par rapport aux vieux comme moi qui sont nés le siècle dernier, bien avant l'avènement d'Internet, et qui avons connu la télé, y compris la télé en noir et blanc, voire même pas de télé du tout. Ici, vous avez exactement le même graphique avec une baisse presque de 30% et puis une envolée qui est un petit peu moins exceptionnelle que celle d'Apple. Là, vous avez ici le titre Alphabet. Donc Alphabet, pour ceux qui ne savent pas, c'est la société qui est plus connue sous le nom de Google. Et pourquoi Alphabet? C'est pas les lettres de l'alphabet A, B, C, D, E, F, c'est le pari Alpha. Voilà, bet c'est Paris en anglais, et alpha, c'est alpha. Je vous laisse regarder ce que signifie chez les créateurs de Google le pari alpha, l'alpha bet, et non pas l'alphabet. C'est ça la véritable histoire du nom de cette entreprise. Donc un petit peu moins, mais non, ne regardez pas. Autre et dernière société que je voulais vous montrer parmi les GAFAM, c'est Amazon. On ne va pas toutes les faire, c'est pas le sujet, c'était juste pour vous illustrer les choses. Et bien pareil, vous avez là une baisse qui est moins prononcée au mois de mars, et évidemment une envolée absolument extraordinaire du titre Amazon, puisque Amazon est l'une des entreprises qui profite le plus évidemment de la pandémie. Et puis plus nous fermons nos petits commerces, plus nous restreignons notre grande distribution, et plus évidemment le seul grand distributeur de e-commerce qui vend à peu près tout et de manière très efficace, qui est Amazon, en tire les profits et les marrons du feu. Donc on peut taxoter Amazon d'un côté. Si on ferme tous nos autres commerçants et qu'on renvoie le chiffre d'affaires sur Amazon, on peut effectivement leur prendre 0,00001% de leur chiffre d'affaires en taxes. Ça les fait doucement rigoler. Alors, oui, donc avant de passer à ce sujet, l'emploi, donc évidemment, le digital, tout se digitalise, les formations se digitalisent, le travail se digitalise, le télétravail, donc voilà, donc là vous avez quelque chose qui devient assez irréversible, et donc les entreprises, c'est là-dessus que je vais faire ma transition avec la partie d'après, les entreprises se digitalisant de plus en plus, étant aidées pour se digitaliser, voire accélérant les investissements pour leur digitalisation. Une entreprise n'est pas un organisme philanthropique, une entreprise fait tout pour gagner de l'argent, ce qui est logique, c'est sa raison d'être, il ne faut pas le lui reprocher, il faut juste qu'après, quand on a un rôle citoyen, de vigie, ou un rôle politique, ou associatif, ou syndical, évidemment, on est là pour
montrer un certain nombre d'écueils ou de risques. Donc le problème n'est pas que la société vive sa raison d'être qui est de faire des profits. En revanche, ça entraîne un corollaire. Et le corollaire, c'est notamment d'encaisser les gains de productivité, notamment sur les emplois et donc sur les employés. Et aujourd'hui, vous avez pléthore de postes qui ne servent pas forcément à grand-chose. Et là où on pouvait le cacher et le masquer quand tout allait bien, et bien quand tout va mal, on ne peut plus masquer. Et surtout quand on est mis en télétravail, qu'on était dans un bullshit job ou un travail qui ne servait pas à grand chose. Un bullshit, c'est un travail, en anglais, je sais pas comment, connerie quoi, hein, donc un travail à la con, quoi, un poste à la con, voilà, où on ne sert à rien. Et donc, ça nous emmène au massacre actuel sur l'emploi, dont on parle extrêmement peu. Hein. On vous dit, confiné, restez chez vous, regardez pas Hold Up, surtout regardez pas Hold Up, hein, j'insiste, et on ne vous parle pas du chômage pendant ce temps, et donc pendant ce temps, le chômage, il atteint 9%, donc ça, vous allez sur le site de l'INSEE, vous regardez emploi, chômage en haut sur le site de l'INSEE, et vous arrivez sur ce pavé bleu que je reproduis ici, donc ici c'est vraiment sources INSEE, je vous l'ai mis là d'ailleurs, et donc qu'est-ce que dit l'INSEE pour le troisième trimestre? Plus 628 000 chômeurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, plus 628 000 chômeurs. C'est une catastrophe sociale absolue. Nous avons 628 000 de nos compatriotes qui ont perdu leur boulot à la suite du premier confinement. Et ça va être pire après. Donc c'est aujourd'hui un taux de chômage à 9%, mais c'est une augmentation considérable puisque vous avez à peu près 3,5 millions de chômeurs. Donc faites 628 000 sur 3,5 millions de chômeurs, on parle quasiment de 20% d'augmentation du nombre de chômeurs dans notre pays. C'est juste complètement délirant, c'est considérable. Et avant de commencer cette vidéo, je refaisais un petit tour des infos, je vous en parlerai demain dans Insolentiae, mais le gouvernement appelle les stations de ski à quand même recruter les saisonniers, quitte à les mettre au chômage partiel si jamais les stations de ski ne sont pas réouvertes, parce qu'on ne sait pas quand même encore, dit le gouvernement, si on va pouvoir les réouvrir. Vous êtes chef d'entreprise, vous jouez à ça? Vous recrutez vos 20 saisonniers pour votre restaurant qui aujourd'hui est fermé. D'accord, il est au pied des pistes et même si on n'est pas en saison, c'est quand même maintenant que ça se prépare, d'accord? C'est maintenant que vous recrutez les gens. C'est maintenant que vous commencez à former les gars. C'est maintenant que vous commencez à faire les répétitions. Donc un mois avant que la saison commence, c'est-à-dire pour les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire les fêtes de Noël, d'accord? Pour Noël et le jour de l'an, c'est là les 2 premières semaines de ski et de saison. À la montagne, vous recrutez maintenant en novembre. Si vous n'avez pas recruté en novembre, vous considérez que vous n'avez pas démarré la saison. Et vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes un restaurateur, vous avez besoin de 10 gus pour servir les tartiflettes et les fondus pendant les vacances. Mais il faut être complètement fondu, et je fais le jeu de mots exprès, il faut être complètement fondu pour recruter des types pour vendre des tartiflettes alors que votre restaurant est fermé. Et que, soit dit en passant, vous n'avez pas forcément le droit en plus de les recruter maintenant. Donc on est dans un truc qui est complètement délirant. Et donc, ce truc qui est complètement délirant, ça a des impacts économiques qui sont majeurs. Et les petits restaurateurs qui ne font pas partie de très très gros groupes, qui seront soutenus par des très 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 grosses banques, qui seront elles-mêmes soutenues par les banques centrales et qui font des chèques, ils vont tous mourir. Parce que vous avez un effet rasoir double lame, d'accord? Et là, c'est mon côté Gillette, je ne suis pas actionnaire, mais vous connaissez tous la pub Gillette. Le rasoir triple lame, la première lame, elle passe, la deuxième lame, elle soulève le poil, et la troisième lame, elle te coupe le poil, et puis la quatrième lame, hein, elle te coupe la peau. Bon, et bien là, on ne va plus avoir que la peau sur les os, ou même plus de peau d'ailleurs, parce que une entreprise peut éventuellement résister à un premier choc majeur, qui est un confinement, pas d'activité, 2 mois, enfin bon, truc quand même complètement délirant. Vous imaginez, vous remettez ce deuxième choc sur les restaurateurs, sur les gens qui ont des bars, etc., etc. Comment voulez-vous qu'ils puissent continuer à payer les loyers? Comment voulez-vous qu'ils puissent continuer à payer leurs salariés? Comment voulez-vous qu'ils puissent continuer à payer leurs charges? Enfin, c'est absolument dramatique pour tous ces gens-là. Et donc, les plans sociaux, ce n'est que le début. Donc, sur l'emploi, on a une irréversibilité qui est majeure, c'est qu'il va y avoir des faillites. Et ces faillites, elles vont évidemment grossir. Et c'est des emplois qu'on ne retrouvera pas, où on mettra des années et des années avant de les retrouver, si tant est que nous les retrouvions tous.
Là, ça c'est le site Légifiscal, et donc il parle des PGE, nouvelle version. PGE, les prêts garantis par l'État. Donc l'État, dans sa grande mansuétude, dans son immense générosité pour les petits entrepreneurs, pour les petits patrons, et encore une fois, moi je parle des petits commerçants, on est bien d'accord, les grands groupes c'est complètement autre chose, mais les petits commerçants, notre véritable tissu économique, je veux dire, le type qui recrute, qui a qu'à 2-3 vendeurs, etc., le coiffeur, le magasin de fringues, le fleuriste, enfin, tout ce qui fait notre tissu commerçant et notre tissu économique de base, de l'économie d'en bas, qui est la véritable économie, notre économie du quotidien, ces gens-là, ils ont droit non pas à des abandons de créances, on leur annule pas leurs charges, il faut tout payer. Bon, on fait des reports, on aménage et on leur permet de prendre des crédits, les fameux PGE, les prêts garantis par l'État, et donc leurs banques leur filent des crédits qui sont garantis par l'État, à hauteur de 90%, 10% restant à la charge en termes de risque de la banque. Déjà, les banques n'ont pas envie d'octroyer n'importe quel crédit à n'importe qui parce qu'elles prennent quand même 10% de risque, même si l'État garantit 90%. Donc pour le deuxième, donc normalement c'est 5 ans, donc c'est un crédit qui est amortissable sur 5 ans, et vous aviez droit à 12 mois de différé. Donc on vous prête l'argent tout de suite, vous commencez à rembourser que dans 1 an, et donc vous amortirez en réalité sur 4. Et avec 5 ans de durée totale. Donc là, c'est super, l'État, avec ce nouveau confinement qu'il a décrété, cette nouvelle fermeture qu'il impose à des gens qui demandent qu'à travailler, et soit dit en passant, il y a une étude du Lancet, je la mettrai pareil demain dans l'édition d'Insolentiae. Vous avez une étude du Lancet, alors elles ne sont pas toutes bonnes, il y en a qui se souviennent de l'étude sur l'hydroxychloroquine, mais vous avez une nouvelle étude du Lancet sur les lieux de contamination et d'infection, et donc évidemment, les lieux où il y a plus de contamination et d'infection sont les lieux qui sont des lieux où nous n'avons pas, je ne sais pas ce qu'il y a couiné, qui sont des lieux où il n'y a pas le port du masque, et donc notamment les restaurants, les bars, les salles de sport, les salles de fitness, etc., etc. Mais enfin, tout le reste, il y a pas plus d'infection et de contamination qu'ailleurs, et il n'y a aucune différence d'infection entre évidemment un supermarché et votre petit fleuriste, votre libraire, où vous pouvez vous laver les mains en rentrant, laver les mains en sortant, et puis porter le masque pendant. Donc si vous voulez, il n'y a juste pas de souci là-dessus, donc fermer ça est complètement délirant en termes sanitaires, et ça vient d'être démontré. Vous tapez études The Lancet, les lieux où on s'infecte, mais je vous le mettrai demain sur le site. Donc 24 mois de différé, super, donc au lieu de rembourser tout de suite, les pauvres gus, ils pourront rembourser dans 24 mois le premier PGE qu'ils ont fait il y a déjà 6 mois, donc ils ont déjà plus que 18 mois de différé, et donc ils vont surtout passer leur temps à courir après la trésorerie, et c'est là que beaucoup évidemment vont, s'il n'y a pas de réaménagement sur le temps long des PGE, c'est-à-dire si on ne permet pas aux commerçants d'amortir leur PGE sur 9, 10, 15 ans, d'accord, voire si on ne leur fait pas une remise de peine, c'est-à-dire une remise, un abandon de créance, et bien évidemment ça va être une catastrophe pour eux. Vous allez avoir énormément de boulot, de commerçants, de petits commerces qui vont fermer, qui ne réouvriront jamais, et ça aussi c'est une irréversibilité majeure pour l'économie française, et il y a là-dedans un côté quasi suicidaire de notre gouvernement. C'est tellement suicidaire que c'en est assez surréaliste. Pour tout vous dire, les bras m'en tombent. La transition énergétique. Alors la transition énergétique, je vous en avais déjà parlé, donc je ne vais pas vous refaire la vidéo que j'avais pu faire à ce sujet, mais elle touche l'immobilier, d'accord, elle touche évidemment le tourisme avec l'hôtellerie, la restauration, dans l'aviation, dans l'immobilier, elle va toucher par exemple l'immobilier de montagne. D'accord, quel est l'avenir de l'immobilier de montagne avec des canons à neige où c'est pas hyper écolo, dans des stations de ski où les bâtiments qui datent des années 60 ou 70 sont tous sauf BBC et consomment avec des vieux grille-pains qui chauffent énormément, etc., etc. Donc quel est le modèle économique des stations de ski et de la montagne? Je pense que voilà, donc vous voyez, juste pour vous donner un exemple de cet immobilier-là, si vous prenez l'immobilier de la mer et des stations balnéaires, avec la montée des eaux, est-ce que demain vous avez intérêt quand même à pas acheter au front de mer, mais plutôt en deuxième ou troisième ligne? Comme ça, vous aurez vraiment les pieds dans l'eau dans quelques années ou quelques décennies. Donc bon, l'automobile évidemment, qui est au même titre que l'aviation, un secteur qui est profondément touché et qui est en
considérable mutation, et cette mutation va aussi entraîner le passage de l'économie de la propriété, je suis propriétaire de ma voiture, à l'économie de la location, je suis locataire de l'usage de la voiture au moment où j'en ai besoin. Donc tout ça, ce sont notamment pour tous les citadins, etc. Donc il y a une réduction considérable du marché automobile. En réalité, c'est pas qu'il n'y aura pas de voitures ou plus de voitures, c'est qu'il n'y aura plus la même quantité de voitures, elles fonctionneront plus de la même manière, on n'en sera plus forcément propriétaire comme on peut en être aujourd'hui massivement propriétaire, ça sera de moins en moins le cas, ça sera beaucoup plus de la location, même pas de la LDD, de la location longue durée, qui est quelque chose qui marche beaucoup, mais de la location de très courte durée où je ne paye qu'à mon usage, je prends une voiture pour partir en week-end, machin, puis la voiture elle sera autonome, donc elle rentrera toute seule, etc., elle se rechargera toute seule, etc., etc. La production d'énergie et de distribution, je pense par exemple à la société Total. La société Total qui fait du pétrole, et bien évidemment, elle a commencé sa mutation, et là aussi, son activité, sa taille, son risque de se réduire, sont des entreprises qui vont se redimensionner. Pas dire qu'elles vont mourir, elles vont certainement réussir à s'adapter, d'autres ne réussiront pas, mais vous prenez Airbus, vous prenez Renault ou PSA, vous prenez Total dans l'énergie, et ce sont des sociétés qui doivent qui doivent d'abord se réinventer, s'adapter, et puis évidemment qui doivent se redimensionner, donc c'est loin d'être anodin, évidemment. Et donc ça nous amène à la notion de destruction créatrice, des boulots meurent, et d'autres émergent, et donc vous avez typiquement le boulot de pompiste qui n'existe plus, les stations-service ça n'existera plus sous la forme qu'on a connue jusqu'à maintenant, et puis ça existera sous d'autres formes avec des stations de rechargement, mais il n'y aura peut-être plus personne dedans, et puis finalement vous viendrez plus chez Total par hasard, parce qu'il n'y aura plus de Total, donc vous irez plus chez Total par hasard, vous vous arrêterez sur une station de borne de recharge qui sera sans marque et sans logo, et vous aurez peut-être juste des distributeurs de bouffe, et puis peut-être des WC plus ou moins propres et nettoyés. Donc la transition énergétique, évidemment, c'est une irréversibilité. Vous allez me dire quel rapport avec la pandémie et le Covid? Strictement aucun rapport. D'accord, il n'y a aucun rapport. C'est simplement que le Covid, le coronavirus, la pandémie, l'épidémie, peu importe, ça accélère cette mutation. C'est très clairement, c'est une occasion d'accélérer cette transformation, c'est une occasion d'imposer ces transformations, c'est une occasion pour un certain nombre de groupes, de pression, de lobbies, de volonté politique d'aller vers plus d'écologie, d'imposer cet agenda écologique que l'on retrouve d'ailleurs dans l'agenda du Great Reset, dont je vous reparlerai peut-être la semaine prochaine. Dernière grande irréversibilité que je voulais évoquer avec vous, c'est la monnaie. Alors ici, c'est M2, la masse monétaire, M2. Bon, alors pourquoi j'ai pris M2? Parce que j'ai trouvé les chiffres M2 pour tout le monde sur la même source, et sinon j'avais du M3 pour les uns, du M2 pour les autres. Bon, bref, donc voilà, pour qu'on compare non pas des choux et des carottes, ni des navets et des poireaux, on va comparer M2, mais on s'en fiche un peu. C'est un peu, de toute manière, la même logique sur M3. Donc c'est la masse monétaire, donc c'est le nombre de sous en circulation. M2 c'est un peu moins que M3. M3 il y a un peu plus de choses dans M3, donc la vraie masse monétaire qu'il faut vraiment regarder, j'aime bien moi regarder M3. Mais avec M2, la logique est exactement la même, les rapports et les proportions sont assez identiques, donc voilà. 2012, 2020 aujourd'hui. Vous voyez quelque chose de relativement linéaire, on est aux États-Unis, et puis vous voyez la pandémie ici début 2020 et le délire monétaire, on parle de 20% d'augmentation de la masse monétaire au moment où vous avez une baisse du PIB de 30%. Donc plus 20% de masse monétaire, moins 30% de création de richesse, 50% de delta, votre monnaie elle vaut 2 fois moins. Et c'est QFD, c'est assez facile l'économie de grenier. C'est l'ordre de grandeur, d'accord? Les calculs sont beaucoup plus compliqués, il faut regarder ça dans le temps, il faut regarder la stérilisation de la monnaie après, blablabla, blablabla. Mais globalement, ce que je viens de vous dire là, c'est pas tout à fait déconnant, ça tient assez la route en ordre de grandeur, plus 20%, moins 30%, 50% d'écart, 2 fois moins. La monnaie devrait se réajuster. Mais se réajuster par rapport à quoi, les amis? Nous sommes dans un système de change flottant, donc si tout le monde fait pareil, eh bien évidemment, ça ne se voit pas les différences, puisque, dit autrement, toutes les monnaies sont aussi pourries les unes que les autres. Donc,
Oui, depuis 2012, 2,4 fois la masse monétaire a été multipliée par 2,4. D'accord? Donc la masse monétaire qui est là en 2012, la masse monétaire qui est là en 2020 au moment où on parle, c'est fois 2,4 pour les États-Unis. Le PIB n'a pas été multiplié par 2,4. La monnaie M2 pour l'eurozone, la zone euro, donc vous voyez on a exactement la même envolée, sauf que de 2012 à nos jours, en zone euro, on n'est qu'à 1,75 fois. Donc la masse monétaire n'a progressé que de 1,75 fois, enfin le coefficient multiplicateur est de 1,75 en gros. C'est peu, c'est pas mal, c'est beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que l'euro vaut plus que le dollar. Et donc là, vous avez évidemment une des explications simples, mais réelles, fondamentales, de la parité euro-dollar aujourd'hui, c'est l'évolution évidemment des masses monétaires. Et puis vous avez le Japon, pareil, même délire monétaire sur l'année 2020, même type de progression, et donc que la zone euro, que l'eurozone, et contrairement à ce qu'on peut penser, eh ben, le Japon, ils font beaucoup d'émissions monétaires, ils font beaucoup de quantitative easing, mais finalement leur masse monétaire depuis 2012 n'a été multipliée que par 1,5, et c'est le coefficient le plus faible en fait de tous ceux que je suis en train de vous montrer. Et enfin la Chine, regardez, quasiment pas de délire monétaire, hein, on est vraiment dans la ligne, dans la courbe, totalement progression linéaire ici. Très peu de délire monétaire sur l'année 2020 par rapport aux trois autres zones que je viens de vous montrer, mais pourtant depuis 2012, c'est le pays qui a évidemment le plus multiplié sa masse monétaire avec un coefficient de 3,6. Alors quand vous voyez tout ça, eh bien vous savez qu'il va y avoir un problème sur les monnaies, tout simplement. Et donc il y a une irréversibilité sur la valeur des monnaies. Et là aussi, ça nous amène à la nécessité, pour certains, du grand reset. Parce qu'il faudra bien, à un moment donné, régler notre problème monétaire. Alors en conclusion, l'emploi ne reviendra jamais comme avant. Première grande irréversibilité. Le tourisme ne sera jamais comme avant. Deuxième grande irréversibilité. Le digital va supplanter les business traditionnels, les fameuses brick and mortar, comme on disait autrefois pour les plus anciens par rapport aux nouvelles startups. L'immobilier, ça change. On vend la ville, on achète plutôt la campagne et les villes intermédiaires. Et il y a évidemment un gros problème sur les monnaies. Alors, à titre personnel, ça c'est pas du tout le bon truc, c'est de la semaine dernière. Emploi, ma femme n'a pas bien relu mon truc. Emploi, travailler son employabilité et se former encore et encore et encore et encore. Formez-vous, travaillez votre employabilité, réfléchissez là-dessus. N'oubliez pas l'équation de l'employabilité, non délocalisable, non informatisable, non robotisable. Voilà, ça, votre boulot, il doit répondre à ça. Transition, on vend l'obsolète pour acheter le nouveau standard. Alors ça, c'est pour la transition écologique. Et ben on achète, on vend les vieux bâtiments pas adaptés. On achète du bâtiment adapté ou qu'on peut rénover aux normes nouvelles. Le digital, eh bien évidemment, on vend le traditionnel et on surpondère le digital. Dit autrement, on vend son action Carrefour et on achète plutôt de l'action Amazon, quoi. Voilà. Alors c'est peut-être pas ça qu'il faut faire là maintenant tout de suite. Vous précipitez pas sur vos trucs, mais dans la logique, c'est à ça qu'il faut que vous réfléchissiez. Monnaie, on vend la monnaie et on achète du tangible. Donc vous comprenez bien qu'on se place hors monnaie pour stocker de la valeur. Hors monnaie, on achète du tangible. Vaut mieux avoir une maison BBC aux dernières normes énergétiques plutôt que énormément d'argent à la banque, puisque à un moment donné, avec les taux négatifs, les taux zéro, etc., ça vous rapporte rien, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et enfin, ce que je voulais vous montrer, c'est pour ça que je vous remets un petit peu toutes ces affiches, le grand reset, l'immobilier, choc de la transition, l'euro digital, le Covid-21 et le confinement sans fin, c'est pour vous montrer la cohérence qu'il faut avoir dans votre analyse. Et donc, ne pensez pas printemps, comme disait Macron, mais pensez PEL. Le PEL, c'est pour patrimoine, emploi, localisation. Ce sont les paramètres de votre liberté, c'est les paramètres de vos réflexions. Et donc, à titre individuel, à titre personnel, vous avez un patrimoine, vous avez de l'argent, plus ou moins, mais vous avez des sous, vous avez des ressources financières, vous avez une voiture, vous avez de l'épargne, vous avez de l'argent, vous avez une maison, vous avez un crédit, bref.
vous avez ce qu'on appelle un patrimoine. Vous avez un emploi, ou pas d'emploi, mais dans l'emploi, on met l'emploi ou l'absence d'emploi. Et donc, la nécessité de se former, etc., etc. Puis vous avez évidemment votre localisation. Vous vivez à Paris avec un studio à 1500 € dans le 9e arrondissement, ou vous vivez à la campagne comme moi, dans le fin fond de l'Eure, et où le prix de l'immobilier au mètre carré, c'est plutôt 900 € si vous voulez que 9000 €, quoi. Hein. Bon, donc vous voyez bien que c'est quand même pas la même chose, et que le coût du grenier dans mon petit coin de Normandie, c'est pas le même que le coût d'une chambre de bonne en région parisienne. Donc c'est l'ensemble de ces paramètres-là que vous devez prendre en compte, et donc vous devez vraiment avoir une réflexion globale et de manière à comprendre la situation, évidemment, et après d'en tirer les conséquences et les conclusions à travers cette approche que moi j'appelle l'approche PEL, qui est les 3 paramètres, les 3 piliers de votre liberté, et c'est votre localisation, votre emploi et la manière dont vous utilisez votre argent. Et c'est ça qui doit vous permettre de vous organiser, de définir votre propre stratégie, une stratégie individuelle, personnalisée, qui convienne à votre situation et à vos objectifs. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire, donc je veux juste vous inviter à vraiment lever la tête et à réfléchir avec ces 3 piliers. Menez déjà cette réflexion, peu importe que vous vous abonniez ou pas, c'est pas le sujet. Menez la réflexion avec ces 3 items. C'est juste pour faire un petit guide intellectuel pour vous permettre de vous poser les bonnes questions pour vous. Et ben voilà, c'est la fin. Si cette vidéo vous a plu, vous lui mettez un gros doigt, pardon, un pouce bleu, un doigt de schtroumpf. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, évidemment, Le Grenier de l'Écho. Vous activez la petite cloche en bas, vous en parlez à tous vos copains. Encore une fois, je ne vends pas des rouges à lèvres. Si je faisais des vidéos sur les rouges à lèvres, j'aurais beaucoup plus de succès. J'aurais peut-être déjà 1 million de followers, mais là, c'est pas le cas. Donc abonnez-vous et faites-en la promo. Abonnez-vous également gratuitement à la lettre d'info Insolentiae sur le site insolentiae.com. Tous les jours il y a une nouvelle édition avec l'essentiel de l'actu, et puis mon point de vue de temps en temps un petit peu trash aussi sur ce que font nos mamamouchis et nos dirigeants. Et puis quoi d'autre, prenez bien soin de vous, soyez très prudents, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT, JT du grenier. Salut les amis, à bientôt. Ah oui, dernière chose, surtout, ne regardez pas Hold Up.